Du laboratoire LISE. Il est auteur d'innombrables ouvrages. Il y a M. Larsen qui s'est invité. Innombrables ouvrages, rapports, articles. Il siège au Haut Conseil, je n'ai pas toujours intégré le nom du travail social, et au Conseil scientifique de l'ANESM, et puis il préside, je pense que tu le présides toujours, le Conseil scientifique de l'Observatoire national de la protection de l'enfance, et on pourrait continuer des tas de choses. Mais ce sera beaucoup plus intéressant, au lieu de m'entendre, de l'entendre tout à l'heure. Donc on commence par Patricia pour 15-20 minutes. Oui, merci. Je ne vous cache pas mon inquiétude d'avoir à croiser deux objets d'étude, l'un que je connais bien, qui est l'histoire d'économie sociale, et l'autre que je ne connais pas, qui est le travail social. Et en fait, j'ai été rassurée lorsque j'ai lu l'argumentaire de ce séminaire qui reconnaissait bien les frontières héritées du passé. Alors je me suis dit, oui, ma tâche essentielle en tant qu'historienne, c'est justement de parler des frontières, peut-être. Ces frontières, elles doivent être importantes parce que finalement, je m'aperçois qu'en tant qu'historienne de l'économie sociale, je me suis rarement interrogée sur la question du travail social et j'attends impatiemment l'intervention de Marcel pour qu'il me confirme ou qu'il infirme le fait que le travail social est un objet d'étude insaisissable, peut-être. Voilà, donc en fait, je vais donc m'attacher à voir quelles sont ces frontières et ensuite, de façon assez binaire, à voir quelles sont les convergences entre le travail social et l'économie sociale. Et puis, comme nous sommes toujours dans la seconde séance introductive de ce séminaire, j'esquisserai ensuite des pistes de réflexion sur les dynamiques actuelles du travail social dans le cadre de ces institutions privées que sont les organisations de l'économie sociale. Donc, je vais peut-être vous dire des choses que vous avez un petit peu déjà entendues la dernière fois avec Michel Dreyfus, mais peut-être les dire différemment. Ce sera à vous de juger. Pour revenir à l'origine de l'économie sociale, au XIXe siècle, l'économie sociale s'est construite donc autour de la question sociale. Ce qu'on entend par question sociale au XIXe siècle, c'est essentiellement la question des travailleurs, les problèmes sociaux liés à la condition des travailleurs. Et donc, les associations, les coopératives, les mutuelles qui sont nées dans cette première partie du XIXe siècle, de la volonté des mouvements mutualistes, des mouvements socialistes, chrétiens, humanistes, etc., d'améliorer le sort des travailleurs et également d'aider à leur émancipation. Donc, nombre de coopératives et de sociétés de secours mutuels apparues avant le Second Empire, il y a eu une véritable explosion en 1848, sont des organisations fondées pour des travailleurs et très souvent par des travailleurs. Ensuite, dans le mouvement mutualiste notamment, il y a eu récupération du secours mutuel par le Second Empire et tentative d'instrumentalisation par l'État, non seulement par le Second Empire d'ailleurs, mais aussi par la Troisième République, pour résoudre la question sociale tout en pacifiant la société. C'est moins visible dans le cas des associations ouvrières de production ou des coopératives de consommation. Cette volonté d'instrumentalisation à des fins de pacification, elle a été revendiquée par exemple dans le décret de 1852 qui encourage les notables à investir les sociétés de secours mutuels, ce qui a d'ailleurs conduit à l'analyse d'une mutualité patronnée sous le Second Empire que pour ma part j'aurais tendance à tempérer car à y regarder de près, c'est-à-dire à regarder dans les archives, il y a eu place, me semble-t-il, pour une expression populaire dans le mouvement mutualiste. Mais toujours est-il que la volonté du Second Empire de responsabiliser les travailleurs par le secours mutuel a conduit à ce paradoxe des conséquences que jusqu'à la Troisième République, les sociétés de secours mutuel ont été des espaces relativement tolérés avec élection des administrateurs et prise de décision en Assemblée générale. Donc si je vous dis tout cela, c'est pour signaler une première frontière, me semble-t-il, visible entre l'économie sociale et le travail social, c'est que les mutuelles et les coopératives sont des mouvements autogérés et que leur activité bénéficie avant tout aux sociétaires. En ce sens, elles s'inscrivent donc dans une volonté de rupture avec l'assistance, alors que, me semble-t-il, le travail social, en revanche, perpétue une forme de pratique caritative
en tout cas au XIXe siècle, dans la mesure où il y a une césure entre d'un côté les acteurs et de l'autre les bénéficiaires. La deuxième frontière, c'est que l'économie sociale du XIXe siècle je pourrais dire jusqu'au XXe siècle, XXIe siècle même, l'économie sociale ne s'occupe pas des groupes défavorisés. Elle ne s'occupe pas des populations vulnérables et des pauvres. À l'origine, le secours mutuel n'est pas de l'aide sociale, parce que pour être adhérent d'une mutuelle, pour être adhérent d'une coopérative, ou pour être même adhérent d'une association, par exemple une association culturelle ou sportive, il faut d'abord pouvoir payer une cotisation. Simplement ce fait très simple qui demande un minimum de ressources financières. Ce qui signifie que les travailleurs les plus pauvres, les journaliers par exemple, n'y ont pas accès. Ensuite, il faut aussi être en bonne santé. Pour adhérer à une société de secours mutuel, par exemple, il faut être en bonne santé. Bon, ce qui fait, me semble-t-il, une différence avec le travail social. Les mutuelles sont nées... les mutuelles, on pourrait peut-être élargir ça aux coopératives, mais en tout cas, les mutuelles sont nées de la préférence pour la prévoyance plutôt que pour l'assistance. Et la dialectique prévoyance-assistance est aussi celle qui oppose le travailleur autonome, responsable, à l'indigent ou à la personne qui est inapte au travail et qu'on appelle assistée. On retrouve cependant des convergences dès la fin du XIXe siècle. Si je reprends la définition du travail social, le travail social est exercé en majorité par des salariés, mais aussi par des bénévoles. Or, jusqu'à la Première Guerre mondiale, le bénévolat était la règle dans les organisations de l'économie sociale, qu'il s'agisse des mutuelles, des coopératives ou des associations. Le bénévolat des adhérents a donc longtemps constitué un des piliers du fonctionnement des structures de l'économie sociale. L'administration était généralement assurée par un trinôme formé du président, du trésorier et du secrétaire, et souvent de façon approximative, ce qui a pu donner lieu d'ailleurs à des dérives et à des cas de faillite, notamment dans les mutuelles et les coopératives, dus à l'amateurisme des gestionnaires, des administrateurs. Ce bénévolat a persisté assez longuement, puisque dans les premiers dispensaires mutualistes du début du XXe siècle, par exemple, même les médecins étaient bénévoles. Je prends le cas notamment du premier dispensaire antituberculeux qui a été créé à Lille en 1901. Les médecins, à l'origine, étaient simplement indemnisés. Ils ont été salariés à partir de 1906. Mais au tout début, ils étaient bénévoles. Bon, ensuite, il y a des points, me semble-t-il, des points de convergence théorique entre l'économie sociale et le travail social. La première étant la volonté d'émancipation, d'autonomisation de l'individu, à la fois par le sens de la responsabilité individuelle et par la promotion de la citoyenneté. On retrouve d'un côté l'affirmation des droits de l'homme dans une logique défensive et la promotion de la citoyenneté qui est commune à toutes les personnes. Et la synthèse est réalisée par la doctrine sociale élaborée par Léon Bourgeois au tournant du XXe siècle, le solidarisme. On retrouve parallèlement dans l'histoire du travail social l'importance de cette capacité de libération des personnes par la communauté, ce que les sociologues entendent par le terme anglais d'empowerment, le pouvoir faire. On retrouve aussi des convergences dans la pratique. Par exemple, parmi les premières pratiques de travail social, les travailleurs handicapés qui exercent fréquemment leur activité, soit dans un cadre public, soit à partir de 1887 dans des associations, ont une organisation novatrice. Ce sont des infirmes qui, secondés ou non par des valides, se chargent de résoudre l'ensemble des problèmes, y compris le travail. Et d'ailleurs, ils utiliseront aussi la formule originale à partir des années 30 de travail-formation pour réussir la réinsertion des individus atteints de handicap. Bon, donc voilà, nous pouvons noter des convergences, mais la rencontre effective de l'économie sociale et du travail social aura lieu, me semble-t-il, entre les deux guerres. Michel Dreyfus a évoqué la dernière fois la création de l'Office central des œuvres de bienfaisance d'inspiration leplésienne qui a été créé en 1890.
Cette convergence entre travail social et économie sociale, elle sera encore plus évidente après la Première Guerre mondiale, avec la professionnalisation des travailleurs sociaux, notamment dans un premier temps avec les infirmières de la mission Rockefeller, entre 1917 et 1923, qui viennent remplacer auprès des civils les infirmières affectées aux hôpitaux militaires, dans le cadre de la lutte contre la tuberculose, et aussi la naissance donc, du statut d'assistante sociale. Donc ces professions se structurent entre les deux guerres au sein de la mouvance catholique. La professionnalisation est aussi à l'œuvre dans le domaine mutualiste. Dans le domaine mutualiste, il s'agit essentiellement d'une professionnalisation, d'un premier temps, dans le cadre des œuvres sanitaires et sociales qui sont permises par la loi de 1898, donc, qui régit la mutualité. Et c'est donc entre les deux guerres qu'on voit apparaître les premiers salariés dans ces organisations mutualistes. La plupart du temps, il s'agit d'ailleurs de professions médicales ou paramédicales. Ça correspond en fait à un moment de technicisation de la pratique mutualiste à tous les niveaux, y compris d'ailleurs au niveau gestionnaire, et au fait que le bénévolat ne suffit pas. Ces structures sont donc employeurs de travailleurs sociaux, et va donc se poser d'ailleurs dès les années 20, notamment dans les centres médicaux mutualistes, la question des relations entre le travailleur et l'employeur, pour des questions de qualité de vie au travail, de salaire, d'avantages sociaux, etc., et des problèmes de gouvernance sur lesquels je reviendrai ensuite, entraînant parfois des conflits entre le personnel et les administrateurs. Alors, à ce croisement du travail social et de l'économie sociale, on retrouve le primat du secteur associatif, mais donc aussi une présence forte de la mutualité. En revanche, la quasi-absence du secteur coopératif. Dernière convergence, le travailleur social, alors dans une perspective plus contemporaine, est souvent, comme les organisations de l'économie sociale, tiraillé entre les injonctions de l'État et les logiques de marché. Le travailleur social est à la confluence évidemment des politiques publiques et de l'économie sociale. Il est souvent la cheville ouvrière de la mise en œuvre des politiques publiques par le biais d'une structure de l'économie sociale. Et c'est plus particulièrement le cas dans le domaine de l'action sanitaire et sociale. Et c'est là que se joue le point de confluence essentiellement, notamment d'ailleurs entre économie sociale et pouvoir public. L'intervention des organismes privés sans but lucratif vient alors parfois pallier des déficiences de l'État, notamment pour l'accueil de la petite enfance ou l'aide aux personnes âgées. Par ailleurs, de façon patente, depuis la fin des années 1970, là je regarde Jean-Louis Laville parce qu'il disait tout à l'heure qu'il était agacé par cet angle d'approche du travail social, donc on pourra certainement y revenir, mais depuis la fin des années 70, l'État tend à se désengager d'un certain nombre de services collectifs en les confiant à des organisations de l'économie sociale, notamment les associations sanitaires et sociales. Et donc le travailleur associatif ou mutualiste se retrouve ainsi en première ligne de la colonisation du champ social par les logiques marchandes. Ce qui ne signifie pas d'ailleurs que les entreprises commerciales investissent, que le terrain peut réputer peu rentable, d'ailleurs de l'action sociale, médicale et sociale, mais plutôt qu'il s'agit d'une exigence accrue de rendement qui comporte un risque d'effacement du projet politique, voire du projet émancipateur qui sous-tend le travail social. Les logiques marchandes, par exemple, sont à l'œuvre dans les structures mutualistes depuis le début des années 80 et de plus en plus dans les structures associatives, les structures d'insertion, de garde des jeunes enfants, hébergement des personnes âgées, etc. Donc d'une façon générale, je considère quand même que ce qu'il se dégage des relations entre des relations entre l'économie sociale, la puissance publique et le travail social au cours des 30 dernières années, c'est la colonisation accélérée depuis le début du XXe siècle de façon plus importante, sinon par les entreprises commerciales, du moins par ces logiques de marché, de domaine de l'action sociale où jusque dans les années 80, le sang lucratif était dominant.
Alors pour terminer, j'esquisserai quelques pistes de recherche. Il me semblerait intéressant, nous en avons parlé tout à l'heure, de parler de l'évolution des conditions d'exercice du travailleur social dans une structure de l'économie sociale et de se demander notamment si c'est mieux de travailler dans une structure de l'économie sociale plutôt que dans une entreprise capitaliste, par exemple. Est-ce qu'il y a plus de stabilité? Est-ce qu'il y a moins de précarité? Quelle est la part de l'emploi permanent? Et il faudrait certainement distinguer l'employeur associatif de l'employeur mutualiste, d'ailleurs, sur cette piste de réflexion. On pourrait avoir aussi une approche genrée. Est-ce que le travail social reste très majoritairement féminin, avec ce que cela comporte en termes de politique salariale, par exemple, et concentré dans des activités de soins et de services sociaux? Qu'en est-il de la place des femmes dans les fonctions d'encadrement et de décision, etc. Est-ce qu'on n'observe pas, avec l'arrivée des éducateurs de rue depuis les années 90, une masculinisation du travail social? Et il me semble aussi intéressant d'étudier la piste de la question de la gouvernance. La gouvernance de l'économie sociale repose sur le triptyque adhérents sociétaires, usagers sociétaires, salariés, mais avec des variantes selon les types d'organisation. Par exemple, dans les mutuelles de santé ou d'assurance, ce sont logiquement les militants qui détiennent le pouvoir politique et ils encadrent des salariés. En revanche, dans nombre d'associations, et notamment celles de travail social qui emploient de nombreux bénévoles, c'est le contraire. Les bénévoles sont employés par les salariés. Donc voilà, il me semble qu'il y a là des questions à creuser. Et par ailleurs, il serait intéressant aussi de voir si la confluence économie sociale, travail social a permis l'émergence de nouvelles pratiques, par exemple dans le domaine médical, ou par exemple en matière de psychiatrie ou autre, mais peut-être Marcel pourra-t-il répondre à ces questions. Voilà, je vous remercie. Merci Patricia. Donc je vais poursuivre sur la question que Patricia a évoquée, à savoir le caractère insaisissable du travail social. Ça me paraît être un point tout à fait majeur. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que l'objet de ce séminaire l'a écrit comme ça. Il s'agit s'agissant du travail social, le rapprochement avec les principes de l'ESS, en particulier celui de la participation des acteurs. En fait, on peut faire l'hypothèse que c'est une des voies de passage du rapprochement entre l'économie sociale et solidaire et le travail social. Donc j'y reviendrai, puisque actuellement, dans le cadre du Haut Conseil du travail social, je coordonne un groupe de travail sur la participation des personnes accompagnées aux instances de gouvernance et à la formation des travailleurs sociaux. Cela dit, il y a une connexion évidente qui est faite en tout cas au CNAM, puisque avec Jean-Louis Laville, nous avons 2 masters qui comportent un tronc commun de 200 heures, avec une distinction qui est un master de recherche et un master pro, qui en fait masque une autre distinction qui sans doute est moins forte, qui est le master relatif aux innovations sociales et à l'économie sociale et solidaire dont s'occupe Jean-Louis Laville, et le master de recherche en travail social dont je m'occupe. Vous voyez déjà comment se superposent 2 distinctions, mais dans les faits, on a des coopérations étroites, et d'autre part, on est concerné l'un et l'autre par un certificat auquel on a donné un intitulé un peu particulier qui concerne l'action communautaire en santé et en travail social. Donc il y a plusieurs points, si vous voulez, de convergence qui sont entretenus à la fois dans les formations des professions de santé et les professions sociales, et puis la question de ce lien un peu compliqué. Alors, pourquoi je disais, comme Patricia, que travail social était un objet difficile à saisir? Toujours, ça peut paraître bizarre qu'un titulaire d'une chaire de travail social s'inquiète ou se préoccupe de ce que ça signifie très exactement. On remarquera d'ailleurs qu'au moment où Brigitte Bouquet est partie du CNAM, l'intitulé de la chaire, et j'y suis pour rien, mais c'est un constat, l'intitulé de la chaire s'est modifié et est devenu la chaire de travail social et d'intervention sociale. Et les questions sémantiques sont tout à fait essentielles, parce que si cet objet travail social, ou ce champ, on va dire, pose un problème, c'est qu'il y a 3 raisons. Il y a une raison sémantique sur laquelle
que j'ai commencé à évoquer, mais sémantique et réglementaire, parce qu'il y a aussi la configuration juridique qui est derrière. Il y a une deuxième raison, c'est qu'il y a un doute sur les origines. C'est-à-dire que j'entends bien ce qui est donné comme étant l'origine de l'économie sociale et solidaire. Je suis plus réservé sur la façon dont on peut penser l'origine du travail social. Et puis il y a une troisième raison, c'est que le travail social, c'est un monde qui est divisé, qui est traversé par des conflits idéologiques, politiques. Il y a des cultures professionnelles qui sont différentes et qu'on a vu les effets de cette division ces derniers temps. Alors, premier point sur les aspects sémantiques et réglementaires qui font que le travail social est difficile à cerner, outre le fait que la définition est évolutive et qu'on a attendu février 2017 pour en donner une définition réglementaire. Je reviendrai là-dessus parce que ce n'est pas banal ce qui s'est produit. C'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas de définition du travail social. Ce qui a été décidé au Haut Conseil le 23 février 2017, c'est de s'entendre sur une définition française du travail social dans le prolongement de la définition internationale adoptée à Melbourne en 2014. Cette définition française étant destinée à entrer dans le Code de l'action sociale et des familles et à structurer le champ. Donc on parle d'une période très longue pendant laquelle c'est une convention qui nous fait parler de travail social. Et dans cette convention, en fait, ça recouvre une délimitation d'un champ qui est extrêmement fluctuante. Parce que quand on pose la question combien y a-t-il de diplômes dans le domaine du travail social, donc, vous savez qu'il y en a désormais 13, avant il y en avait 14 dans le Code de l'action sociale et des familles, et que je cite souvent le travail qu'avait fait Pascal de Rosario, elle en a identifié 143, donc il y a 143 certifications en rapport avec l'action sociale et le travail social, délivrées par 5 ministères certificateurs, dont notamment 25 dans les formations de niveau 5. Donc on a une espèce de mosaïque. Et alors, quand est sorti le travail de la DREES de Rémi Marquier, fin 2014, et qui maintenant constitue une référence où il est dit qu'en France, il y a 1 200 000 travailleurs sociaux, évidemment, il y a un doute, parce que quand on regarde les chiffres de la DREES, on se rend compte d'un rapport assez curieux, à savoir que 1 200 000 travailleurs sociaux alors j'ai procédé à une addition, c'est des chiffres qui valent ce qu'ils valent, une addition entre les seuls assistants de service social et les éducateurs spécialisés sans intégrer les cadres, ils sont 131 000. Donc ça concerne un peu plus de 10% du total. Et si j'additionne tous les diplômes de niveau 3 en ajoutant les conseillers en économie sociale familiale, les éducateurs de jeunes enfants, les éducateurs techniques spécialisés, eh ben finalement la proportion elle est de 18% du total. Du coup, il y a 2 périmètres en réalité derrière l'appellation travail social. Il y a une définition, je veux dire, qui a été celle pendant longtemps de l'ONU, le travail social égale service social. Et globalement, travail social égale assistante sociale. Et pour avoir travaillé longtemps dans le domaine de l'éducation spécialisée, je peux vous assurer qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'éducateurs spécialisés se sentent extérieurs au champ du travail social, et ce qui va poser le problème des cultures professionnelles. Donc, on a soit un périmètre restreint, soit une définition extensive, avec un autre principe organisateur sur lequel je reviendrai, qui va caractériser le travail social, plutôt non pas par des questions statutaires ou réglementaire, mais par une approche très particulière dans les métiers, on va dire, de l'aide à autrui, avec notamment un souci très particulier concernant la restauration de la communication. Ça va être une des formes de ciblage du travail social. Donc, si on considère que les professions sociales sont en expansion permanente, contrairement à ce qui se dit, je laisse de côté la question des professions, des niveaux de qualification, parce que bien sûr, c'est extrêmement contrasté. Il est certain que, du point de vue de la réalité des établissements et services, si je dis qu'il y a 12 500 établissements et services sociaux et médico-sociaux en 1975 et qu'ils sont aujourd'hui 38 000, on se rend compte qu'il y a une demande sociale exponentielle, malgré la limitation des ressources, avec des effets sur, on va dire, la démographie professionnelle, dont d'ailleurs les assistantes sociales
vont souffrir, puisque l'adresse donne 30 000, alors que traditionnellement on donnait 40 à 50 000, et les éducateurs pour lesquels on donnait comme chiffre habituellement 60 000, 70 000, sont passés à 90 000. Donc il y a des croisements. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, quand on parle de travail social, on parle d'un tout petit segment de professions réglementées dédiées à l'aide à autrui. C'est ce que certains sociologues disent de manière très déplaisante, les professions canoniques, les professions installées, enfin, c'est un vocabulaire dont j'ai horreur. Mais en plus, ce qui pose un problème, c'est que non seulement c'est un petit segment, mais c'est un segment qui connaît, depuis une dizaine d'années, une baisse d'attractivité. Ce qui fait qu'il y a un double continent noir derrière l'expression travail social. Il y a deux mondes qui sont quasiment invisibles, mais qu'on postule finalement faisant partie du tout. Il y a les formations de niveau 4 et 5, qui représentent un effectif tout à fait considérable. Et puis il y a un autre monde qui est invisible et qui est difficile à penser pour beaucoup de travailleurs sociaux, c'est la question des autres intervenants non professionnels. Alors les bénévoles, les militants, mais surtout la thématique des aidants. Et la thématique des aidants informels percute complètement la représentation qu'on se fait du travail social. Alors ça, c'est le premier point dont on discutera très certainement, parce qu'on verra comment la définition qui est adoptée tient compte et ne tient pas compte véritablement de ce problème. Deuxième aspect, c'est la question historique. J'avais mis comme sous-titre, d'ailleurs, mon passe-paragraphe, j'ai mis « À chacun son mythe ». À chacun ses racines, à chacun son mythe de l'origine. Parce qu'en fait, il y a un clivage historique qui est tout à fait exact. Alors, il y a des figures emblématiques dans lesquelles on peut faire l'hypothèse d'établir des liens. Et bon, Brigitte Bouquet serait là, elle nous parlerait d'un certain nombre de figures. En particulier, on se rappellera l'impact de l'initiative privée, militante, je qualifierais d'une initiative inspirée, avec notamment les maisons pour pauvres, les settlements, tout ce qu'a fait Marie-Jeanne Bassot et qui sert aujourd'hui encore de référence et qui aboutit globalement, là je suis très caricatural et très rapide, à un des points de repère dans l'histoire du travail social, qui est la création de la première association des travailleuses sociales, elle s'appelait comme ça, en 1922, avec un congrès international à Paris en 1928. Donc on peut dire que dans l'imaginaire, on a là l'institution du travail social comme étant une des réponses, alors on en reparlera, de réponse notamment à la question de la pauvreté, mais déjà d'emblée, on voit comment un écart va apparaître avec l'économie sociale et solidaire, parce que ce qui va caractériser le processus de professionnalisation, c'est une politique de ciblage. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que la professionnalisation dans le travail social, c'est pas uniquement la création de formations, de diplômes, l'augmentation du nombre d'heures de formation, etc., et la consolidation par des statuts, conventions collectives, etc., c'est qu'il y a un mode de raisonnement qui est très particulier, c'est l'hypothèse que l'on peut identifier des problématiques spécifiques, d'ailleurs un peu sur le modèle des nosographies médicales, et finalement, on est sur, comme on le dirait en langage moderne, sur le registre de la compensation. Alors ça, c'est vrai pour une bonne partie du travail social, mais on pourrait aussi faire l'hypothèse qu'une des racines importantes du travail social, je la situerai, mais de manière peut-être un peu provocatrice, en amont de l'économie sociale et solidaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la naissance du travail social? C'est, je dirais, un optimisme révolutionnaire. C'est ce que Marcel Gauchet et Gladys Swain appellent la pratique de l'esprit humain et qu'ils voient apparaître dans la configuration de la Révolution française. Pourquoi? Parce qu'il y a cette idée qui va porter finalement le travail social, notamment dans sa proximité avec l'éducation spécialisée, c'est l'idée d'une transformation de l'individu, et pas simplement d'une transformation de la société. L'idée qu'on peut faire une... Alors, c'est repris de l'expression de Owen sur la pratique de l'esprit humain, c'est une spécificité qui va d'ailleurs poser le problème des liens entre travail social et profession de santé. Parce que dans le champ de la santé mentale, dans lequel j'ai un peu sévi, on était exactement là-dedans, et on remarquera d'ailleurs que Gauchet et Swain se sont mis sur ce registre-là. Donc c'est cette transformation de l'individu, et finalement il y avait une autre idée très présente autour de la Révolution française, pour ça qu'il y a un lien entre travail social et projet démocratique, c'est qu'avant de faire société, il s'agit de faire des individus avec qui la communication est possible. Et dans le domaine où l'on trouvera ensuite les travailleurs sociaux, et qui verra se développer l'éducation spécialisée, plusieurs noms et ouvrages novateurs par rapport à des catégories de public forment
c'est l'hypothèse qu'on va faire, forment un ensemble cohérent au fondement des dispositifs que nous connaissons encore aujourd'hui, parce que c'est là où on va avoir le lien avec la question du handicap. Et je cite les 3 références qui sont fondamentales. C'est l'écrit de l'abbé de l'Épée sur la véritable manière d'instruire les sourds et muets, 1784. C'est Valentin Haüy, l'essai sur l'éducation des aveugles, 1786. Et c'est, avec Philippe Pinel, le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie. Donc vous voyez, des initiatives qui précèdent de peu ou qui suivent de peu 1789 vont au-delà de l'humanisme philanthropique, ça qui va être aussi tout à fait crucial, ou d'une simple acceptation bienveillante de l'infirmité, une espèce de condescendance ou de philanthropie religieuse ou laïque, mais elle vise, avec ce projet de renouer la communication, à créer, à construire des relations qui ouvre la voie, oui, je pars de loin pour arriver à la participation des usagers d'aujourd'hui, qui en fait ouvre la voie d'une réciprocité dans la reconnaissance de l'autre, et du point de vue du travail social, qui ouvre la voie d'une expertise spécifique et d'une professionnalisation, donc de la création de métiers. Et là, on va avoir non seulement une des racines lointaine et importante du travail social, mais on va avoir aussi une des racines de sa crise au travail social. Parce que, je n'ai pas le temps de le développer, mais on voit bien que si on peut faire le pari que l'insensé, comme on disait autrefois, est un être humain avec lequel on peut nouer la communication et pour lequel on va avoir des techniques, et Pinel invente le traitement moral, donc il y a une technicité, donc il y a une expertise. Et la nosographie philosophique qu'il écrit en 1800, c'est bien cette expertise-là, eh bien, va aboutir à un processus qui n'est pas très éloigné d'un autre constat que l'on va faire, parce que Patricia l'a évoqué, mais peut-être que sur l'analyse, il faudrait aussi regarder ça de près, qui est la question de l'autonomisation progressive du travail social par rapport à une tradition hygiéniste et par rapport au champ en fait, de la médecine. Parce qu'on rappelle, chacun le sait ici, vous êtes dans le champ du travail social, que finalement, la formation d'assistante sociale, dont la première version date de 1932, résulte d'un processus d'extraction, je dirais, de scission par rapport au diplôme infirmier et notamment à 2 des 3 certificats de capacité, puisqu'il y avait l'infirmière hospitalière, mais il y avait l'infirmière visiteuse de l'enfance et l'infirmière visiteuse de la tuberculose. Donc là, on a quelque chose aussi sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce que j'entends bien l'importance de l'association, enfin des formes associatives dans les origines, non seulement de l'ESS, mais également du travail social, mais pour une part, les métiers du travail social sont issus du secteur public. Je vous rappelle quand même que naît vers 1870 une profession à l'initiative du bon docteur Désiré Magloire-Bourneville, qui crée le premier IME à Gentilly en 1878, et il crée une profession pour les petites idiotes de la Salpêtrière, et qui est la profession d'infirmière visiteuse, d'infirmière institutrice plutôt. Et donc là, il y a une recherche de combiner des approches qui vont être d'ailleurs définies par Bourneville et par d'autres comme des approches psychopédagogiques. Donc il y a bien cet héritage-là, et ça, c'est un produit du public. Je le dis d'autant plus, j'insiste un peu lourdement sur la place du public, qu'aujourd'hui encore, quand on parle du chef de file de l'action sociale, on parle du conseil départemental et on parle du poids énorme que représentent les travailleurs sociaux de la fonction publique hospitalière et de la fonction publique territoriale. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête, parce que c'est un des points, non pas de grippage, mais des points de décalage. Donc ça, c'est pour la partie, c'était ma deuxième raison des difficultés à cerner le travail social, c'est qu'on a un doute sur ce qui ouvre d'ailleurs, ça m'intéresse énormément ce qu'a fait Patricia et ce qu'elle continue de faire, ça veut dire qu'il y a un champ en matière de recherche historique qui est tout à fait important, mais il faut que ça soit une recherche très ouverte, c'est que pas uniquement une recherche qui mette l'accent sur des grandes figures. Troisième raison des difficultés à cerner le travail social, c'est la division de ce monde. C'est un monde divisé, c'est un monde qu'on peut dire en crise permanente depuis les origines. Moi, ce qui m'intéresse tout particulièrement, c'est l'impact des cultures professionnelles
et l'absence de régulation dans les cultures professionnelles. C'est-à-dire alors, c'est pas qu'une absence totale, parce qu'il y a des... Alors, pour préparer cette intervention, je me suis dit, je vais relire l'ouvrage sur le travail social. Donc, vous avez le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Le travail social, 1978. Et en fait, j'étais vraiment scié, parce que j'avais complètement oublié ça. C'est-à-dire que les toutes premières pages du livre de Verdès-Leroux concernent... C'est un tir à boulet rouge contre Donzelot. Et là, on se rend compte... Les anciens, dont quelques-uns à faire partie, se rappelleront de cette période-là, mais vous allez voir ce que ça donne aujourd'hui. C'est-à-dire que, finalement, il n'y a pas de consensus sur la définition, mais il n'y a pas de consensus non plus sur la finalité. Parce que quand Verdès-Leroux pose la question du travail social, en réalité, elle traite de la fonction sociale du travail social. Et c'est là-dessus que les années 70 vont laisser quand même des traces que moi je trouve parfois... pourquoi ? Parce qu'on va avoir un discours... Alors, elle fait référence à Bourdieu, elle se réfère à la notion de violence symbolique, et elle tient un discours extrêmement dogmatique de lutte de classe. Et elle reproche à Donzelot d'ignorer, je cite, la nature de classe des phénomènes sociaux. Je ne peux pas résister à l'envie de vous lire juste quelques lignes de Verdès-Leroux. Elle dit, après elle a arrêté d'écrire sur le travail social, mais elle a fait des ouvrages tout à fait intéressants, mais c'était une période un peu hard, surtout quand on se rappelle que c'était un ouvrage d'ailleurs qui était épaulé, soutenu par le CNRS à l'époque. Alors je cite, c'est « exercé par une fraction dominée, mais objectivement intégrée sur le plan culturel et moral à la classe dominante, on parlait de ça, hein, dont elle reproduit l'arbitraire culturel et moral, et disposant dans les limites de son mandat d'une autorité déléguée sur les couches dominées, l'action du travail social conduit à poser la question de la légitimité de l'intervention, question qui, si on doit l'envisager du point de vue de la population qui en est la cible, amène celle de la violence symbolique nécessaire à l'imposition. Donc on sait que ça aboutit à toute une période de culpabilisation de beaucoup de travailleurs sociaux, et il y a des écrits assez drôles en la matière, alors que de son côté, Donzelot, qui va être plutôt dans le prolongement des écrits de Michel Foucault, va considérer que le travail social est intégré dans un réseau de dispositifs qui contribuent au développement de ce qu'il appelait le pouvoir disciplinaire. Je ne vais pas vous faire des développements là-dessus, qui visait à maîtriser des formes autarciques. Et quand Donzelot écrit La police des familles, il est sur une autre logique en réalité, même si à vue de nez, on a l'impression que dans les deux cas, on est sur la thématique du contrôle social, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais, au bout du compte, si vous voulez, au bout du compte, je dirais, quitte à me faire écharper, qu'on a deux impasses identiques, parce qu'elles ont produit un effet de focalisation sur un petit segment du travail social, donc le service social, et qui est de plus en plus en décalage avec le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est des accords profonds qui expliquent d'ailleurs pour une part que la thématique du consensus, de la conférence de consensus ou de la démarche de consensus va connaître ces dernières années une certaine vogue. On l'a vu, parce qu'au CNAM, on a fait une conférence de consensus sur la recherche en travail social, mais très récemment est sorti un rapport sur les droits fondamentaux de l'enfant, et c'est le résultat d'une démarche de consensus. Il faut se rappeler aussi que dans le texte qui a lancé les États généraux du travail social, à savoir la partie intitulée « Refonder le travail social dans le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté », il y avait cette obsession de recherche du consensus. Et on remarquera aussi que l'élaboration des bonnes pratiques professionnelles par la NES, elle procède à chaque fois d'un consensus formalisé, de consensus simple, consensus formalisé, etc. Aujourd'hui, la question se pose de l'effacement du dissensus. Mais le travail social, c'est l'hypothèse que je fais, en fait, se donne peu les moyens de débats un peu virulents, etc., parce que peut-être que la question de ces cultures professionnelles se pose moins. Il en reste des traces quand même, à savoir, je l'évoquais, le changement d'intitulé de la thèse du travail social, il en reste des traces fortes, c'est-à-dire que parler de travail social sans parler de l'intervention sociale ou sans parler de ce vocabulaire-là, c'est vraiment, je vais dire comme ça, c'est nul, parce que j'ai encore dit ça en plénière du Haut Conseil du travail social au moment où on discutait de la définition du travail social, en disant comment c'est possible que vous ayez une commission professionnelle consultative
du travail social et de l'intervention sociale, mais que vous ayez un haut conseil du travail social et non pas travail social et intervention sociale. Il y a une difficulté parce qu'on va retrouver derrière cette dualité des choses extrêmement délicates, puisque en fait il y a trois explications de ce clivage. Parce qu'il y a le clivage travail social, économie sociale et solidaire, mais il y a le clivage à l'intérieur du travail social avec l'intervention sociale. Trois hypothèses. Un, c'est la même chose, hein, je pourrais le démontrer, et c'est vrai pour les sigles de certains diplômes. Deux, on va dire que l'un correspond à un statut, le travail social, l'autre une fonction, c'est un peu ce que développent les discours tout à fait intéressants d'ailleurs d'un collègue québécois, Yves Couturier, sur ce qu'il explique bien comment il faut comprendre l'intervention sociale. Et troisième, c'est deux champs. Donc du coup, on gagne deux champs, travail social et intervention sociale, qui sont en relation avec l'autre champ qui serait l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est premier point. Je ne vais pas vous embêter avec tout ça, mais ça me semble important d'insister là-dessus. Deuxième volet de mon intervention, sans doute peut-être plus rapide, c'est ce qui fait lien, quoi. Ce qui fait qu'au bout du compte, il y a une atténuation des clivages. Hein. Je ne dis pas des rapprochements. Il y a trois niveaux d'atténuation des clivages. Il y en a un, c'est un des leviers, je dirais, c'est la formation des cadres dirigeants. Le deuxième, c'est la redéfinition, la définition du travail social dont je vais reparler. Et puis la troisième, c'est les nouveaux enjeux liés aux nouvelles politiques publiques, la thématique de l'inclusion, etc. Alors, concernant le premier niveau, je me refaisais un peu l'histoire, et ça, Jean-Louis Laville va me corriger si je dis des bêtises, mais enfin, c'est la lecture que j'en fais, c'est qu'un des leviers qui a permis la rencontre entre l'ESS et travail social, c'est la formation avec un phénomène qui restera à analyser du point de vue de l'histoire des idées, c'est ce que j'appellerais l'attraction des cadres du travail social pour de nouveaux horizons de la recherche sociologique. Je pense au diplôme organisé avec Saint-Saulieu à Sciences Po, une attraction pour de nouveaux horizons de la recherche sociologique dégagée du marxisme, en clair, pour une nouvelle conception de la sociologie des organisations, sortie du fonctionnalisme, et pour les thématiques de l'innovation, puis de l'économie sociale et solidaire, avec quand même derrière, en arrière-plan, la question de la sortie du tout institutionnel, et qui, je dirais, est de l'ordre de l'anticipation de ce qui va dessiner la loi du 2 janvier 2002. Le lien est évident, je dirais, par rapport, via une formation à Sciences Po, et j'en vois comme témoignage, mais je ne veux pas citer tout ce qui a été fait à cette occasion-là, mais il y a au moins un ouvrage qui avait été publié sous la direction de Joseph Héringer et Fabrice Traversaz, parce qu'il s'intitule « Conduire le changement dans les associations ». Pourquoi je l'évoque? C'est qu'on était plusieurs à être, en fait, des gens issus du travail social, pour le coup, assez installés. Et en fait, on a des contributions dont il me semble qu'il est bon de rappeler cela. Et finalement, si on analyse ce qui s'est passé à Sciences Po dans la tranche, alors je ne vais pas les dates très en tête, mais ça doit être 1995, tu me corriges, Jean-Louis, 1999-2000, c'est qu'on a finalement du côté des managers beaucoup de produits du CAFDES, plus que du diplôme supérieur du travail social. Enfin, moi, j'étais dans ces trucs-là, mais j'étais un produit du CAFDES, hein, pas que de ça, mais de ça aussi, qui était à l'étroit dans leurs institutions, le CAFDES étant déjà une première aération, mais avec, disons, une culture au contour assez incertain, chacun sentant confusément que de nouvelles dynamiques étaient à l'œuvre, accentuées par de nouvelles politiques publiques, notamment la politique de la ville. Et là, il va y avoir tout un champ d'études, parce qu'à un moment donné, il y a d'une part les managers produits du CAFDES, pour simplifier, d'autre part un certain nombre de militants, ou en tout cas un monde beaucoup plus valorisé, et qui va donner lieu, au moment des travaux de la MIR, à la mission Recherche-Expérimentation, à des travaux qui vont mettre beaucoup l'accent sur les écarts, justement, entre travail social, intervention sociale. Je vous renvoie à ce qui en est résulté avec l'ouvrage dirigé par Jean-Noël Chopard, Les mutations du travail social, mais il y a aussi ce qu'a écrit Donzelot, ce qu'a écrit Jacques Yon, le rapport de Antoine Tournement, et finalement, ce qui était curieux, si vous voulez, c'est qu'à l'époque,
essayer de reprendre un peu cette littérature, mais ce sera confirmé. Mais c'est quand même dans les deux cas, il y a une sous-estimation des potentialités de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, on parle, en réalité, on se bagarre et on s'empoigne sur la distinction entre un travail social d'intervention, sur le front, en première ligne, et on parle, à l'opposé, d'un travail social de gestion, de l'arrière, vous voyez, tout installé, mais on ne parle que de travail social. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une incapacité à penser ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité, je dirais, à penser une transformation radicale pour le travail social, à savoir l'idée d'une action collective, solidaire, qui a une ambition politique, démocratique, avec des ressources de personnes qui ne seraient pas que des professionnels et des travailleurs sociaux. C'est-à-dire à l'époque, on parle de l'usager, mais enfin, l'usager, c'est une cible. Hein, mais on ne parle pas du tout de ressources. Je dirais même, d'ailleurs, on a échappé de peu à un discours paramilitaire qu'on retrouve d'ailleurs chez les Québécois quand ils parlent de première ligne, de seconde ligne, etc. Et il y avait un texte fameux, alors là, les historiens vont se régaler, je crois qu'il était de Vattier, qui était une comparaison des plans de bataille napoléoniennes. Donc, ça, c'est un point important. Deuxième, le levier pour l'atténuation des clivages par la formation des cadres. Deuxième élément de rapprochement, c'est la question de la redéfinition du travail social. Alors ça, c'est un dossier qui est un peu chaud, parce qu'évidemment, comme je l'ai dit, la question, elle se fait de manière tardive. Quand en 2013, en janvier 2013, le président de la République, encore le nôtre, et 7 ministres inaugure ou ouvre le colloque de l'UNIOPS à Lille en janvier 2013, il présente le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale. Vous allez voir que la question de l'inclusion sociale va arriver à ce moment-là. Il l'ouvre en présentant un des volets du plan qui évoquait la refondation du travail social. D'ailleurs, ces politiques n'ont cessé d'avancer la thématique de la rénovation jusque de la loi d'adaptation de la société d'adaptation au vieillissement, parce que dedans, il est fait référence à la refondation de l'aide à domicile. Donc c'est une espèce de discours sur la refondation. En fait, je dirais que le Haut Conseil a procédé à, finalement, à une redéfinition en guise de refondation. Là aussi, il faudra en discuter, parce que ce projet de refondation qui a porté les États généraux du travail social et qui a donné lieu à des rapports tout à fait intéressants, n'empêche qu'au bout du compte, il produit des choses un peu limitées et un peu bizarres. Alors, je ne vais pas faire la présentation diverse. J'ai une feuille, mais j'en ai pas beaucoup d'exemplaires, où j'ai mis sur une feuille la définition internationale du travail social adoptée par l'IASSW en juillet 2014 à Melbourne, et puis celle qui a été adoptée par les Français au Haut Conseil du travail social le 23 février 2017. Alors vous allez voir qu'il y a quand même des éléments qui sont tout à fait intéressants, parce que si on compare les deux textes, c'est ça qui est intéressant, parce que le texte lui-même, la ministre, elle nous a fait comprendre qu'il n'y aurait pas d'intégration par la loi, en tout cas, dans le Code de l'action sociale et des familles. Peut-être y aura-t-il un texte réglementaire, mais aujourd'hui, il y a quand même un débat qui s'ouvre à nouveau. On remarquera que dans les deux textes, il y a une espèce de continuité qui est très proche avec l'économie sociale et solidaire, me semble-t-il, sur le fait qu'on parle de justice sociale et puis également du pouvoir d'agir. Je passe sur les subtilités entre empowerment et pouvoir d'agir. Et une autre subtilité, c'est qu'on ne parle pas de pouvoir d'agir, on parle de développement du pouvoir d'agir. Enfin, il y a des enjeux tout à fait considérables autour de ça. D'autre part, il y a quelque chose qui est une indication intéressante. Dans les deux cas, on parle du travail social, on ne parle pas des travailleurs sociaux. Et ça, c'est un point sur lequel Brigitte Bouquet revient régulièrement en disant attention, on ne parle pas exactement de la même chose. N'empêche que il y a, j'ai identifié il y a 6 points de différence entre les deux définitions. Et il y a une première différence, alors c'est des différences peut-être mineures et sémantiques, c'est que la première de 2014 définit le travail social comme étant une pratique, et en plus elle rajoute que puisque c'est une pratique, et qu'il y a un savoir qui appuie cette pratique, le travail social est une pratique professionnelle et une discipline.
la logique est très claire, c'est qu'on n'annonce pas la discipline académique, parce que d'ailleurs dans le texte anglais c'est discipline académique, on n'annonce pas à Melbourne la discipline académique comme étant une volonté d'universitarisation, parce que dans les deux définitions on ne parle pas du tout d'université. Mais il y a cette idée d'une discipline. Et la nouvelle définition, elle dit un ensemble de pratiques. Et là, il y a une évolution. Alors c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que dans ceux qui ont contribué à la définition, moi je m'attendais qu'on retrouve les gens qui défendent l'idée que le travail social est une science et donc une discipline. Pas du tout. Et finalement, le groupe adopte la définition qui résulte de la conférence de consensus au CNAM sur le travail social et dit le travail social, c'est un ensemble de pratiques à dimension pluridisciplinaire. Et voilà, ça c'est un premier aspect. Il y a une deuxième chose aussi qui est intéressante, c'est la façon d'articuler les différents types de connaissances. Parce que pour les anglo-saxons et pour la définition de Melbourne, ce qui est important, puisqu'il y a une discipline, donc ça veut dire qu'il y a des théories. Et on va dire que alors, le travail social, étayé par les théories du travail social, des sciences sociales, des sciences humaines et des connaissances autochtones. Donc le travail social encourage les personnes et les structures à relever les défis de la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous. Donc étayé par les théories du travail social. Ça c'est un des points, un des points d'achoppement, parce qu'il y a eu une étude qui avait été financée à l'époque par Promofaf avec Marie-Vonne Sorel sur les référents théoriques des travailleurs sociaux. Personne n'était allé sur le terrain des théories du travail social, mais je crois qu'il y avait un numéro spécial de la revue En Pan qui s'est risqué à l'exercice. Et là, on voit autre chose dans la nouvelle définition, parce qu'il y aura une distinction qu'on va retrouver, d'ailleurs, qui hérite, je crois, de la définition commune à beaucoup de monde, mais notamment à ATD Carmonde, et cette idée que finalement il y a un triptyque, c'est-à-dire que le travail social, il s'appuie sur des savoirs universitaires, en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques, ce sont les savoirs issus de la pratique professionnelle des travailleurs sociaux, et sur les savoirs issus de l'expérience des personnes concernées. Donc on voit dans cette nouvelle définition un acteur nouveau et cette idée de croisement des savoirs que ATD va beaucoup valoriser. Et puis il y a une autre distinction qui est assez parlante, vous voyez. Dans l'ancienne définition, on parle de la libération des personnes. Et les Français butent sur le terme de libération. Je ne vais pas développer ça, et le mot qui est choisi, c'est l'émancipation, donc en visant plutôt l'autonomie des personnes. Et ça, c'est un des points sur lesquels la rencontre peut se faire aussi avec l'économie sociale et solidaire. Et les Français ajoutent un autre truc qui est la question de la laïcité, après un débat assez important, et alors que pour les anglo-saxons, c'est absolument pas un problème. Donc les Français ajoutent laïcité, égalité des territoires. Et avec les territoires, finalement, apparaît quelque chose un plus qui était déjà présent, mais ça va renforcer le fait que actuellement, on ne peut pas penser le travail social indépendamment de la question du développement social. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué, parce que, en fait, concernant l'économie sociale et solidaire, on dira, c'est pour ça que j'insiste un peu sur le développement social, après les États généraux, il y a 5 rapports qui en résultent. Donc je me suis livré à une étude de contenu, lesquels parlent de l'économie sociale et solidaire. Il n'y en a que 1 sur les 5. Et le seul rapport qui parle de l'économie sociale et solidaire, c'est le rapport intitulé « Développement social et travail social collectif », qui a été écrit en fait par Cyprien Avenel et Roland Giraud, aussi un chef de file du conseil départemental que vous connaissez. Et là, j'ai examiné le truc. En fait, l'économie sociale et solidaire, elle est évoquée un certain nombre de fois, mais de manière assez surprenante. Et je dirais que le constat, pour moi, il est plutôt positif pour l'économie sociale et solidaire, parce que quand on regarde les choses, en réalité, il y a 2 façons d'en parler. Il y a une première façon, je dirais, c'est l'économie sociale et solidaire juxtaposée au monde du travail social, donc en extériorité par rapport au noyau dur de l'action sociale et médico-sociale. Et là, pour les auteurs du rapport, indiscutablement, il y a une distinction qui est faite entre le cadre des établissements et services sociaux et médico-sociaux tel que prévu par la loi du 2 janvier 2002, et le Code de l'action sociale et des familles,
il y a les établissements de soins, il y a les organismes de protection sociale, et puis il y a les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et puis il y a après les collectivités territoriales. Et plusieurs fois, quand il est question de la diversité des acteurs, il n'est pas du tout interrogé le fait que ce sont les mêmes acteurs qu'on va retrouver parfois aux différents endroits. Et du coup, ça pose un problème de coopération entre ces acteurs. Et il est dit encore, l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui reconnue par la loi comme une économie à part entière. Elle participe dans sa proximité à établir un lien entre développement économique et développement social. Et du coup, il en résulte une préconisation qui est assez surprenante. Je n'ai pas fait attention parce que du coup, on dit pour la formation des travailleurs sociaux. Comment on va répercuter ça sur la formation des travailleurs sociaux? Eh bien, il y a une préconisation et il est dit qu'il faut accentuer les connaissances théoriques de politique sociale, de politique, de connaissances sociales, économiques des étudiants. Et vous allez voir, quand même, il y a des expressions quand même assez qui pourraient s'ouvrir à d'autres secteurs tels que celui de l'économie en appui des terrains de stage, et donc ouvrir les stages à d'autres secteurs, parce qu'ils enfoncent le clou, hein, d'autres secteurs comme celui de l'économie sociale et solidaire. Donc c'est vraiment, donc c'est un plus, quoi. C'est un peu le supplément d'âme, etc. Sauf que à un moment donné, et je m'approcherai de ma conclusion, à un moment donné, c'est très étonnant, c'est que l'économie sociale et solidaire est donnée comme un moteur de changement. Et là, je vous cite, il est dit le développement social induit une vision humaniste des organisations et pose la place déterminante des variables sociales, la considération du capital humain comme centrale dans la production, etc., etc. Cette vision intégratrice donne un schéma de production comme intégrant l'économique et le social, en privilégiant une prévention des risques psychosociaux, en régulant les dynamiques de changement permanent inhérents à notre société et en améliorant les conditions de la qualité de vie au travail. Et la dernière phrase, elle est centrale dans cette évolution, c'est « l'économie sociale et solidaire pourrait être porteuse de ce changement de paradigme ». Et si je le comprends comme ça, je voudrais dire que le changement de paradigme pour le travail social, c'est-à-dire que, je dirais, le fruit est mûr, quoi. C'est qu'on n'est pas du tout... je pense que, personnellement, je ne m'inquiéterai pas beaucoup quant à l'avenir de l'économie sociale et solidaire, pour une raison, d'ailleurs, tout à fait centrale, c'est que depuis Jeannine Verdès-Leroux, on a de nouveaux enjeux qui appellent la réconciliation, voire pourraient donner une priorité à l'économie sociale et solidaire. Je ne vais pas développer ça sur la question de l'importance des usagers, mais en tout cas, il y a des thématiques fortes, inclusion, priorité aux droits communs, subsidiarité, accessibilité, universalisme, on est là-dedans. Alors, on pourrait rajouter dérégulation libérale, hein, bien entendu, hein, des institutions ou des institutionnalisations. Mais dedans, c'est la notion d'inclusion. Quand le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté est sorti, personne n'a fait attention que la fin de son intitulé, c'était pour l'inclusion sociale, parce que la France était tenue de faire un plan, comme les autres pays européens, et normalement, chaque plan se terminait par « et contre les exclusions ». Et là, la thématique de l'inclusion, elle va arriver, et je fais l'hypothèse que du coup, elle interroge les logiques de ciblage qui sont à l'origine du travail social. Donc le problème, il est assez profond, parce que c'est pour le coup, je suis assez d'accord avec cette idée de changement de paradigme, et même s'il y a des expérimentations en cours sur lesquelles on discute beaucoup, notamment sur la notion de référent de parcours, qui est une thématique forte parmi d'autres dans le champ du travail social, n'empêche que derrière référent de parcours, il y a territoire, il y a inclusion, il y a tous ces éléments-là. Et c'est un peu, après, le pari, c'est d'arriver à tenir les deux bouts de la chaîne, c'est à la fois qu'il y ait des compétences spécifiques des travailleurs sociaux qui justifient le maintien des diplômes, mais qu'en même temps, il y ait des valeurs, et que ces valeurs, ce soit le terrain, justement, de rencontre entre travail social et économie sociale et solidaire. Enfin, voilà. Excusez. Merci beaucoup, Marcel. Un, deux. Patricia, une réaction tout de suite ou on passe la parole à la salle? Je parlerai plus tard parce que j'ai... Bon, alors là, il faut quelques minutes pour que ça revienne. Alors, il y a un petit problème de son, mais qui n'est pas dû au micro pour une fois.
Moi, je vous propose de réagir tout de suite, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Moi, j'aurais envie de dire un certain nombre de choses, mais je préférerais que ce soit vous qui preniez la parole. Ah, une partie. Vous avez un micro. Qu'est-ce qui veut réagir en premier sur deux interventions assez distinctes? Merci. Gilles Rivet, chercheur associé au CLERC à Lille. Alors, il y a énormément de choses, effectivement, qui sont à réfléchir à partir de vos deux interventions. Par rapport à ce que vous disiez, Madame Touka, à propos des frontières, et notamment de la seconde frontière, je vous laisse le temps de reprendre votre voix, comme ça. Oui, non, allez-y, ça va revenir. Seconde frontière, l'économie sociale ne s'occupe pas des groupes défavorisés. Alors, je crois que là-dessus, il faut creuser et peut-être être plus souple. Il me semble que justement l'une des origines de la convergence initiale entre l'économie sociale et l'avenir du travail social, qui n'existe pas à l'époque, notamment au XIXe siècle, c'est le fait que ce sont précisément, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, des personnes qui ont besoin d'une intervention sociale qui créent ces structures, sociétés de secours mutuels, associations coopératives ou associations ouvrières, et qui effectivement les créent sans avoir les moyens. C'est-à-dire que la question centrale qui s'est posée, par exemple, pour les associations ouvrières, c'est celle du capital, la constitution du capital, précisément parce que les personnes qui les ont créées n'avaient pas les ressources. Ce qui fait que le capital est constitué souvent par les outils et non pas par de l'argent. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui doit être analysé comme étant un tronc commun, au contraire, et non pas comme une différenciation. Les différenciations arriveront, il faut les analyser, je crois que c'est un travail qui est en cours, mais pas, me semble-t-il, pas tout à fait sur ce point-là. Ce point-là me semble pas très convaincant, si vous voulez, à cette période-là, en tout cas. C'est une première chose. Puis je voulais également intervenir à propos de ce que disait Marcel Gellert sur, notamment, alors là aussi il y a plein de choses, mais l'aération du CAFDES. Certificat d'aptitude aux conditions de directeur d'établissement. Si vous voulez, dans le paysage actuel, je ne vois pas tout à fait le CAFDES comme une source d'aération. Et dans le débat, par exemple, entre CAFDES et DEIS, par exemple, je ne suis pas sûr, dans l'enjeu qui est que peut devenir le travail social au profit de l'opportunité qui est effectivement le renforcement d'un dialogue avec l'économie sociale, que j'appelle de mes voeux et que avec lequel j'essaie de travailler avec mes étudiants, c'est pas forcément le CAFDES qui va être la plage d'accueil préférable, si vous voulez, favorable à cette rencontre. Il me semble que... Non, mais j'en parlais dans le contexte historique, quand il n'y avait pas au moment de la fin des années 90. Hein, d'accord. D'accord. À l'époque, il y avait... D'accord. Je ne dirais pas la même chose d'aujourd'hui. D'accord, alors ça va. J'ai eu un sursaut à ce sujet. Mais en même temps, c'est important parce que les espaces aujourd'hui où peuvent se réfléchir, se préparer ces rencontres ne sont pas si nombreux que ça, malgré tout. Et le paysage actuel du travail social, a priori, n'encourage pas, me semble-t-il, beaucoup cette évolution-là. Et ça, juste pour finir, les associations, les grosses associations et les de plus en plus grosses associations qui se posent cette question, qui se posent ouvertement cette question, et j'en accompagne en ce moment quelques-unes, ont fort à faire pour convaincre leurs équipes de saisir l'opportunité qui se saisit ainsi. Et vous avez très bien dit qu'on est entre la plainte de ce que devient le travail social et la non-saisie de l'opportunité que peut représenter l'économie sociale et solidaire. Mais il y a un énorme travail auquel certaines associations sont prêtes à s'atteler, auquel elles s'attellent aujourd'hui, mais avec un travail éducatif et pédagogique auprès de leurs équipes, entre autres, tout à fait colossal. Je vais répondre à votre première remarque. Oui, disons que c'est une de mes analyses que l'économie sociale, d'un point de vue historique, en tout cas en ce qui concerne ses origines au XIXe siècle, qu'il s'agisse des mutuelles ou des coopératives, ces mutuelles ou ces coopératives sont créées par des travailleurs. Donc le travail est déjà le premier signe d'une intégration sociale. Même si on est un travailleur modeste, et il est évident que ces structures, elles sont créées par des travailleurs qui savent bien qu'individuellement, ils ne peuvent pas s'en sortir, mais collectivement, ils vont trouver des solutions. Il n'empêche que pour être adhérent d'une mutuelle, pour être adhérent d'une coopérative, d'une association, il faut payer une cotisation. Et les archives sont pleines d'exemples de travailleurs, y compris de travailleurs précaires, qui ne peuvent pas, tout simplement, intégrer une structure. Ensuite, ces structures d'économie sociale, elles sont créées au service de leurs membres.
elles ne sont pas créées au service des secteurs marginalisés de la population. En fait, je considère que ces structures d'économie sociale sont créées par des travailleurs qui évitent de ce fait de tomber dans la marginalisation et dans la précarité, simplement par la force du collectif. Donc ça, c'est une première chose. Peut-être aussi, vous m'avez demandé de réagir par rapport à ce qu'a dit Marcel. Je dirais que ce qu'a dit Marcel m'a conforté dans cette idée, d'ailleurs, justement, d'une économie sociale qui est finalement pour une frange de la population qu'on pourrait appeler de façon anachronique pour le 19e siècle les classes moyennes. Et ça s'est confirmé au 20e siècle, en tout cas. Je pensais, par rapport à tout ce qu'a dit Marcel Gégère, que l'économie sociale avait pu servir de logistique parfois, apporter une logistique en fait au travail social, et notamment dans des formes novatrices de travail social, puisque il a parlé notamment de la psychiatrie. Quand on voit par exemple toute la litanie des établissements médico-psychiatriques, de la mutuelle de la MGEN par exemple, ou d'autres mutuelles, il y a des formes novatrices de traitement psychiatrique qui ont été mises en place dans ces structures avec l'appui logistique de l'économie sociale. Donc voilà, ça c'était une chose, et puis les autres idées me reviendront peut-être au fur et à mesure des questions. Philippe. Tu te représentes. Tu te représentes. Philippe Beck, président du Comité français d'action et de développement social. Enfin, qui ne marche pas. Prenez le mien sinon. Non mais... Eric. Celui-là doit marcher. Celui-ci marche. Merci. Philippe Steck, président du Comité français d'action et de développement social. Merci pour ces rappels historiques qui sont importants, compris les définitions, les divisions, l'importance ou pas. Ce que je voudrais dire, c'est que je note, par exemple, lors d'une réunion récente avec des Africains, qui, dans les pays francophones, avaient gardé le modèle 45 et qui ne touchaient que les salariés. Ce sont des mutuelles qui, actuellement, font la lutte contre la plus grande pauvreté. C'est-à-dire que, je veux dire que dans l'histoire sociale, il y a des choses qui partent de ceci, comme c'est parti en France. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que actuellement, en Europe, mais aussi en France, l'action sociale et le travail social, que j'estime tout à fait complémentaires et difficiles à dissocier, sont en progression. Et pour être court avec le débat qui vient d'éclater sur la question du revenu universel, il m'est apparu que le plus important, c'était pas de parler du sujet monétaire, mais de bien comprendre que sur la protection sociale dans son ensemble, de plus en plus, l'action sociale et le travail social sont des nécessités autour des minima sociaux. Je veux citer aussi une chose que j'ai bien retenue, madame. C'est le fait qu'il y a eu d'abord un regard sur les handicapés. Eh bien, actuellement, ayant analysé la naissance des minima sociaux en Europe, partout, les premiers ont été vers les populations handicapées. Et que donc, les bonnes politiques sociales, dans leur ensemble, doivent mesurer l'importance de l'action sociale et du travail social.
Je termine par un seul chiffre. La protection sociale en France, c'est 770 milliards d'euros. La sécurité sociale, stricto sensu, c'est 470 milliards d'euros. Vous voyez, même si on ajoute le chômage qui n'est pas dans la sécurité sociale en France, on va jusqu'à 570 milliards, mais vous avez ce créneau de 770 milliards de protection sociale assurée par l'économie sociale et solidaire, le travail social, les associations, le milieu associatif, les collectivités territoriales, etc. Donc, il me semble qu'à la lumière de cet historique qu'il faut avoir en tête, les choses qui, je n'appellerai pas ça des défis, mais des choses extrêmement importantes pour ces actions-là. Peut-être d'autres questions avant qu'on ne réponde. Est-ce qu'il veut... Oui. Bonsoir, je m'appelle Leïla Melas et j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de la politique de la ville, plus particulièrement le développement social urbain. Je ne sais pas si je vais être hors sujet, mais sur les différentes interventions que vous avez faites, moi je me pose la question de la place de l'entrepreneuriat social tel qu'il est en train d'émerger aujourd'hui au travers de mouvements comme Make Sense, le MoveS, Entropia, qui, moi, me pose question en tant que professionnel de la politique de la ville sur la question de l'évolution de l'économie sociale et solidaire telle que vous le définissez aujourd'hui. Et vous parliez d'une certaine dérégulation libérale des institutions. Donc, est-ce que c'est ce que vous mettiez dans ces questions? Et quand on voit, moi, c'est vraiment une question que je me pose, donc j'ai pas de jugement là-dessus. Quand on voit la mobilisation et la forme de travail que ça implique chez eux, à savoir mobiliser la citoyenneté les citoyens pour répondre à des besoins sociaux, sous la forme plutôt de petites entreprises, plus ou moins associatives. Moi, je me demandais, en gros, comment les choses pouvaient converger ou pas, est-ce qu'elles étaient à l'opposé. Encore une question, et puis on répond, puis on relance après. Oui, Jean-Louis va réagir, je pense. Oui, je trouve que la discussion entre travail social et économie sociale et solidaire suppose toujours, moi j'ai tendance à partir effectivement, c'est un tropisme personnel de l'économie sociale et solidaire, mais ça dépend comment on problématise l'économie sociale et solidaire. On le voyait bien dans les interventions, c'est-à-dire qu'il y a deux façons d'aborder l'économie sociale et solidaire. Par exemple, aborder soit comme des organisations et des entreprises privées, et à ce moment-là, c'est des entreprises qui sont non capitalistes, c'est des entreprises particulières, mais elles se situent dans le champ des entreprises. C'était plutôt de ce côté-là qu'était Patricia, me semble-t-il. Marcel montrait au contraire qu'il y a une co-construction implicite ou explicite sur la longue durée entre secteur public et secteur associatif. Donc là, on est plutôt du côté de l'action publique et comment se construit l'action publique dans ses complexités en passant par des biais associatifs. Et je crois que soit on situe l'économie sociale et solidaire comme une contribution à l'action publique dans ces ramifications qui vont bien au-delà du secteur public, soit on le considère comme une organisation privée. Et il me semble que c'est tout à fait essentiel, parce que soit, c'est des organisations, des entreprises, et à ce moment-là, le discours actuel, ça sera celui de l'entreprise sociale ou de l'entrepreneur social, qui finalement reprendra une lignée de ce qu'a pu être antérieurement l'économie sociale et solidaire, soit au contraire, c'est une nouvelle façon, comme on le voit sur certains territoires, de reconstruire l'action publique, à partir d'une participation citoyenne, à partir de ce sur quoi Marcel a insisté, c'est-à-dire une participation de gens qui auparavant n'étaient que des bénéficiaires et qui peuvent devenir des parties prenantes des services qui sont conçus avec eux. Donc là, je pense qu'on peut comprendre l'économie sociale et solidaire
des deux façons, mais ça a des conséquences très différentes. Je prendrai un autre exemple. Est-ce que l'économie sociale et solidaire est un secteur ou un vecteur? Si c'est un secteur, bon ben voilà, c'est un petit secteur marginal à côté des deux gros, et puis on va nous faire, comme on le fait périodiquement, le coût du changement d'échelle, hein, c'est-à-dire qu'on va dire, ben, on représente peut-être à peine 10%, puis demain, si on est bien, on va représenter 12%. Hein, et on va essayer d'augmenter le chiffre d'affaires de ces organisations qui constituent notre petit secteur que l'on essaye de promouvoir. Une autre façon, c'est de considérer que l'économie sociale et solidaire peut participer, et là le rapport au travail social est différent, de ce changement de paradigme qu'évoquait Marcel, c'est-à-dire d'autres façons d'agir en socio-économie, je dirais, c'est-à-dire ni exclusivement dans le social, ni exclusivement dans l'économie, et à ce moment-là, l'économie sociale et solidaire, ça ne nous intéresse pas que ça soit un secteur. Ce qui nous intéresse, c'est que ça soit un vecteur de transition sociale, écologique aussi peut-être, et surtout démocratique. Mais je crois que la définition de ce qu'est l'économie sociale et solidaire n'est pas claire, parce que l'économie sociale et solidaire n'est pas un concept, c'est un compromis politico-stratégique. Et donc il faut le prendre, à mon sens, en tant que tel, et ensuite problématiser ce que ça peut être que cette fichue économie sociale et solidaire, qui n'est pas du tout quelque chose dont on peut se débarrasser à travers une définition administrative comme celle qu'a donnée la loi de 2014. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans plus de 30 pays, on a une institutionnalisation de l'économie sociale et solidaire, mais dans aucun de ces pays, la définition n'est la même. Et c'est ça qui est intéressant, mais c'est ça, à mon avis, aussi sur lequel il faut travailler. Et on a des choix, privé ou public. Mais quand on dit public, c'est plutôt au sens d'espace public. Hein. Est-ce que c'est une manière pour que les gens participent, pour que les gens puissent accroître leur pouvoir d'agir, si on reprend les termes qui étaient utilisés tout à l'heure? Est-ce que c'est un vecteur? Est-ce que c'est un secteur? Et je crois que ces questions restent ouvertes dans l'économie sociale et solidaire. C'est pour ça que je pense que la réflexion de Marcel sur comment, justement, dans de nouvelles relations entre travail social, économie sociale et solidaire, un pôle de recherche-formation qui soit ouvert, justement, et qui puisse essayer de comprendre ce qui est en jeu est tout à fait important, parce qu'il permet justement de continuer à laisser ces questions ouvertes et surtout pas de les fermer tout de suite en considérant que les définitions sont données. Je vais répondre à Jean-Louis Laville et à cette jeune femme-là de façon différente. Je commence par répondre à Jean-Louis. Je dirais que le fait de considérer, d'aborder l'économie sociale sous l'angle du secteur est plutôt dû à la problématique qui m'était imposée aujourd'hui, qui n'est absolument pas dans mes habitudes, parce que je dirais que moi, ce qui m'intéresse plutôt en tant que chercheur, c'est l'économie sociale en tant que mouvement social. Et par ailleurs, les imbrications entre l'économie sociale et le public, c'est aussi une question qui m'intéresse beaucoup, puisque je travaille sur la mutualité et que, comme vous le savez, la mutualité a été, dès le 19e siècle, une sorte de laboratoire d'expérimentation sociale, et c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéresse. C'est vrai que la compartimentation par secteur est quelque chose qui est assez restrictif. Donc ça, c'est la première chose. Pour répondre sur l'entrepreneuriat social, je suis historienne, donc je n'ai que quelques idées vagues sur la question, mais disons que j'ai quand même tendance à considérer, alors de façon peut-être un peu schématique, que c'est quelque chose de différent, tout simplement parce que l'entrepreneuriat social, de mon point de vue, fait appel à des sortes de réminiscences un peu caritatives, mais là je suis très schématique, hein, et excessive, je le reconnais, et qu'il n'y a pas cette dimension émancipatrice qu'on est censé avoir dans l'économie sociale. Mais bon, ça c'est bon, voilà. Je ne me souviens plus de votre deuxième question. Mademoiselle. Pas tout à fait non plus. En gros, je me demandais quelle était la possibilité d'évolution en fait, de l'ESS aujourd'hui au regard de ces acteurs plus ou moins nouveaux qui... Bon, je vais peut-être laisser Marcel répondre sur la deuxième partie de la question. Ou...
sur l'avenir. Bon, déjà, il y a un certain nombre de préoccupations dont je n'ai pas parlé, hein, notamment les dérives marchandes, etc. Bon, à la fois, il n'y a pas le temps, mais c'est aussi un peu un choix, parce que parfois, il y a une espèce de focalisation sur ces questions-là. Je suis désolé, il y a des champs entiers où la thématique se pose moins, notamment, je pense, bon, elle se pose aussi, mais de manière moins nette, dans le champ de la protection de l'enfance, dans des tas de questions. C'est pour ça que bon, là, il y a un peu une petite difficulté. Alors, il y a celle-là, mais pour le travail social, c'est pas que je l'évacue, hein, mais dont je parle moins. Mais à l'inverse, pour l'économie sociale et solidaire, d'un point de vue extérieur, hein, ouais, il y a plusieurs questions qui me font penser qu'elle peut donner un mauvais exemple au travail social. D'abord, le fait qu'il y ait une loi spécifique qui lui a été dédiée, je ne peux pas m'empêcher de faire un rapport avec la tendance que l'on a à chaque fois que l'on souhaite obtenir une reconnaissance sociale d'un secteur, d'une profession, etc. Il y a une espèce d'approche que je trouve un peu rigide, enfin qui, pour moi, est dans la continuité du poids énorme des identités, des corporations. Et ça, vous risquez de le payer, pas tout de suite peut-être, mais de la même façon, puisque je le dis, parce que dans le champ des formations sociales, c'est absolument impossible de faire passer l'idée d'un corpus commun, ne serait-ce que, même s'il est à 30% du contenu des formations, il y a des blocages absolument phénoménaux. Il y a des questions aussi auxquelles les travailleurs sociaux sont confrontés et qui font une certaine spécificité. J'ai évoqué tout à l'heure la question de l'individu, mais il y a un petit point quand même qui est un peu délicat, c'est la question des contraintes et la question des dépendances. Parce que, en fait, dans le travail social, il y a aussi une intervention qui se fait sur décision de justice. Donc, il y a des systèmes, oui, qui peuvent être contraignants pour les personnes accompagnées. Et puis, le fait même que des pertes d'autonomie des personnes font qu'on ne peut pas être dans les mêmes logiques tout à fait. Donc là, il faut arriver à penser les choses. Pour le coup, comme le disait Patricia, parce qu'elle évoquait la question de la psychiatrie est un cas intéressant parce qu'elle a été confrontée aux mêmes choses. À la fois, et dans le cas de la psychiatrie publique, ça aboutit quand même à un certain nombre d'impasses. Hein. Il faudrait en tirer les leçons. Il est certain que, et pas qu'en France, mais quand se développe le débat entre une forme qui reste centrée sur l'hôpital, y compris la psychothérapie institutionnelle, elle reste quand même hospitalo-centrée. Bon, certains vont hurler, mais enfin, je pense et j'en suis convaincu. Mais il y a ça, et puis il y a tout le courant de la psychiatrie sociale. Il y a notamment avec Philippe Paumel, avec la naissance du secteur, etc. Et on va voir progressivement changer la problématique, qui ne va plus être une problématique de psychiatrie, mais qui va être une problématique de santé mentale, et donc il y a une espèce d'ouverture qui va se faire. Bon, il faut toujours faire attention au bilan qu'on peut en tirer, parce que le résultat des courses, ça va être un appauvrissement et parfois une rigidification, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre qui va se jouer. Pour ça qu'on est actuellement avec des formes un peu originales. Moi, je pense qu'elles peuvent intéresser. On a parlé avec Jean-Louis Laville, mais je pense par exemple au groupe d'entraide mutuelle, des formes comme ça, dans lesquelles les travailleurs sociaux interviennent, parce qu'ils sont souvent recrutés pour être animateurs, même si c'est à temps partiel, de GEM, mais il y a des dynamiques intéressantes. Donc, ce qui fait qu'on peut éviter de désespérer le Billancourt du travail social, c'est de se dire qu'il y a des innovations, il y a des pratiques. Et ces pratiques, d'ailleurs, elles ne viennent pas que des acteurs. Parce que on a toujours une représentation d'un État social, tout viendrait d'en haut. C'est faux. Je pense qu'il y a des expérimentations tout à fait intéressantes dans certains domaines, des façons de penser les dispositifs. Aujourd'hui, je pense en termes de dispositifs, je pense bien pour les handicaps rares, le dispositif d'accompagnement global pour les ITEP. Enfin, il y a plein de choses qui tantôt résultent d'une créativité associative et des professionnels, mais tantôt viennent aussi d'autres sphères. Donc je pense qu'il y a la condition pour que les choses évoluent favorablement, c'est qu'on privilégie la rencontre, quoi. Et le problème, c'est que pour la rencontre,
d'arriver, ce que les Québécois appellent à l'intégration des services, etc. En France, on en est toujours à cette idée qu'on retrouve d'ailleurs, y compris dans la présentation de ce séminaire, sur l'idée de coopération entre deux champs, mais c'est quand même deux champs séparés. Et même on imagine, dans certains cas, la création de nouveaux métiers, notamment de case manager ou de tout ce que vous voulez. Et donc, c'est comment on arrive à penser l'histoire de ces clivages en essayant de créer une nouvelle dynamique. C'est pour ça que je pense que c'est plutôt du côté de l'économie sociale et solidaire qu'on a l'occasion de penser ça. Et Jean-Louis avait tout à fait raison d'intituler son master « Innovation sociale ». Et à ce propos, on a quand même monté aussi ensemble un master spécialisé de la Conférence des grandes écoles, qui n'a pas eu un succès fou, mais enfin qui était quand même l'idée de penser la question des innovations et j'imagine de l'économie sociale et solidaire dans le champ de la silver economy. Ah oui, donc nous, on a tenté le coup en disant il y a un lien entre des innovations sociales et des innovations technologiques, et c'est essayer de penser les choses, parce que la question en fait fondamentale, une des questions fondamentales, c'est la question du vieillissement des publics. Et là, or, c'est un des trucs majeurs sur lequel le travail social est quasiment absent. Enfin, je force un peu, hein, mais pas tant que ça. Hein. Donc, on a modélisé le travail social sur l'enfance inadaptée, sur le handicap, sur... D'ailleurs, la Convention collective de 66, c'est bien l'enfance inadaptée. On a du mal à penser les choses. Et puis, un autre aspect où on peut aussi voir des évolutions, c'est la question du numérique, etc. Enfin, c'est d'autres cultures qui sont en train d'apparaître. Et je pense que dans le monde du travail social, il y a quand même plein de gens qui se saisissent de ces opportunités. Et donc le point de rencontre, il devrait être sans doute autour d'une réflexion prospective, autour de la question des innovations. Mais si on continue de dire, comme on le fait là, alors c'est bien une position un peu plus nuancée de dire c'est pas un secteur, c'est un vecteur, c'est déjà une évolution tout à fait intéressante. Mais est-ce qu'on peut trouver encore autre chose qui aille un peu plus loin dans la rencontre? Bon, on va voir. Oui, bonjour, José Dertz. Moi, je suis plutôt au croisement de chemin du travail social, collectif communautaire et du développement local. J'ai apprécié ce que vous disiez, madame, à un moment donné, puisque vous avez dit que dans le secteur plutôt de la mutualité, que vous avez surtout développé, c'était en fait de la solidarité qui n'était pas les plus pauvres. Hein, c'était un certain nombre de... Voilà. Et puis, on voit bien que dans le champ du travail social, je le redis, moi, personnellement, grandement à cause des politiques publiques, elles sont très ciblées. Elles sont ciblées presque exclusivement sur des catégories de pauvres, de personnes de handicap, etc., ce qui effectivement cloisonne déjà les politiques publiques, et que c'est peut-être même ça qui a multiplié le nombre de travailleurs, de types de travailleurs sociaux. On l'a dit tout à l'heure, je l'avais dit la dernière fois, le nombre de DE en France est trop important, et je serais moi personnellement pour qu'on aille beaucoup plus et qu'on se batte pour un champ commun, au moins, même si c'est que 30%, ça serait formidable pour le travail social. Mais il faut, à mon avis, pas s'en arrêter là. C'est-à-dire que là, on a abordé la solidarité par rapport à des populations déjà, pour ne pas tomber dans la précarité, à la limite. Hein. On a ceux qui sont dans la précarité dans le champ du travail social, essentiellement, mais quand même, sur les termes dont vous avez parlé, sur la nouvelle définition de travail social, on commence à avoir abordé le territoire. Hein. Donc, si vous voulez, là, le territoire peut très bien se réconcilier avec des gens qui ne sont pas uniquement dans la précarité. On peut retrouver justement la solidarité, etc. Et que c'est peut-être là aussi qu'il faut qu'on travaille. Donc là, en fait, il faudrait qu'on dépasse travail social, économie sociale et solidaire, mais qu'on mette aussi essentiellement une troisième dimension qui est le développement local. Et que ça rejoint les collègues de la politique de la ville, là, tout à l'heure, et que ça, c'est important qu'on croise ces trois dimensions, justement, mais qu'on n'oublie pas surtout la quatrième, qui est la première. Vous avez dit que c'était sur la participation qu'on devait travailler. On ne l'a pas du tout abordé. Or, le jour où on recentre, non pas comme la loi de 2002 le met, l'usager au centre du dispositif, parce que ça fait 15 ans qu'on essaie de le remettre au centre du dispositif. Et quand je vois des CAFDES ou des trucs où les gens disent on est en train d'essayer d'appliquer la loi, ça fait 15 ans. Donc c'est quand même un problème. Par contre, si on met vraiment dans les formations, non pas pour des cautions
les habitants dans des dispositifs d'accompagnement, dans des CCRPA, etc., qui sont effectivement des choses, des avancées déjà. Mais si on met vraiment l'usager, la personne, pour reprendre le terme maintenant qu'on donne, au centre du dispositif, y compris la formation, y compris ces 3 champs dont je viens de parler, ils se retrouvent. Et c'est vraiment par là qu'il faut que la formation et que les services travaillent. En dehors de l'observation, des observations de José, est-ce qu'il y a d'autres observations, questions? Une seule observation. Et affichant mes 72 ans, je considère que le problème le plus important aujourd'hui, ce sont les jeunes. J'en dirai pas plus. On va les chercher, mais enfin, il y a quelques étudiants. Merci d'être là, nous conforter, heureusement. Bon, est-ce qu'il y a des réponses? Parce que moi, je voudrais enchaîner ensuite avec vous sur la... qui va venir après. Oui? Pascal? Bonjour, je suis Pascal Reverdy, je suis conseillère technique au conseil départemental du Val-de-Marne et je suis chargée un peu d'action collective et de développement social. Je ne sais pas ce qu'il y a pour la voix, mais il n'y a pas que... il y a plusieurs personnes. Donc là, je voulais réagir même à ce qui venait d'être dit. Quand on parle innovation, développement social et du coup participation des personnes, c'est vrai qu'il y en a peu du développement social. Moi, tous les ans, je fais mon répertoire, voilà, et du développement social, il n'y en a pas beaucoup, mais on essaye à chaque fois de se dire implication du public et participation. Et quand on veut créer de l'innovation sociale, et aujourd'hui, moi, c'est essentiellement dans le champ de l'économie sociale et solidaire, et notamment de la création des structures d'épicerie solidaire, que je travaille sous cette forme-là, de diagnostic social partagé, où on essaye, je ne dis pas qu'on y arrive, où on essaye qu'autour de la table, on ait tous les acteurs concernés. Et ce qui me manque, moi aussi, pour cette création d'innovation, c'est cette notion de réseau. Pour moi, j'aime bien aussi de se dire qu'on va travailler en réseau d'acteurs, et que pour moi, le public, aujourd'hui, c'est effectivement les personnes qui ont l'expertise d'usage. Voilà. Mais c'est vrai que pour permettre à ces publics de prendre la parole dans ces instances de diagnostic social partagé, il faut qu'on les prépare en amont. Et du coup, moi, j'embarque mes travailleurs sociaux en disant, mais voilà, il faut se faire des micro-actions en avant pour que ces jours-là, ils osent prendre la parole quand ils vont se retrouver avec des élus, avec des associations, des gens qui ont l'habitude de prendre cette parole. Donc je pense que c'est là que pour moi, je fais le lien. Voilà. C'est qu'on est, je pense, des acteurs qui accompagnons aussi ce public qui est loin de cette prise de parole et de cette construction de futures structures d'économie solidaire. Pour moi, il y a un vrai lien, elle est évidente. Voilà. Elle est vraiment évidente. Par contre, on a à progresser. Les prises de parole ne sont pas simples. Et une fois qu'on met en place ces structures, parfois, il faut avoir un discours pour obtenir les fonds. Il faut rentrer dans les cases de chacun. Et moi, j'ai vu des publics qui m'ont dit, écoutez, c'est bien gentil votre truc, moi, je reviendrai plus tard pour donner un coup de main, pour faire du contre-don, voilà, parce que ça me semble logique. Mais là, tous vos discours pour obtenir les fonds, c'est pas mon truc, j'ai plus ma place, voilà. Et du coup, c'est de la place qui est renvoyée aux institutions. Et du coup, après, on peut construire des associations. Et si je connais plus particulièrement les épiceries solidaires, on a essayé à un moment donné qu'il y ait beaucoup d'adhésion. Sur le Val-de-Marne, il y en a très peu qui ont mis ces dispositifs d'adhésion. Voilà. Bon, je pourrais en parler plein de trucs, mais c'était voilà, pour renvoyer à ce lien. Voilà, j'essaye de faire le lien et dans un quotidien très pratico-pratique. Voilà. Est-ce que Marcel ou Patricia voulait reprendre la parole? Peut-être juste pour dire que je me retrouve bien dans l'idée de parler d'ailleurs dans le rapport qu'on a fait du CSTS de parler de développement social, puisqu'on utilise une expression d'ailleurs de développement social durable et inclusif. Il y a une volonté d'aller là-dedans. Et puis concernant la participation, c'est ce qu'on est en train de faire. On devrait rendre le rapport fin juin. On est en train de faire avec des personnes accompagnées, c'est d'avancer sur la thématique de la participation, qui est à la fois le fait d'une participation, je dirais, ordinaire, en milieu ordinaire, mais pose la question de la participation aux instances de gouvernance, et puis surtout, puisqu'on évoque la question des jeunes, c'est la participation des personnes accompagnées, ou on le fait aussi avec nous aussi, qui est une association
qui s'annoncent comme étant des usagers relevant de la déficience intellectuelle, c'est comme ça qu'ils annoncent les choses, c'est participation aux formations sociales. Et formations sociales, et notamment des premières années. Et là, il y a plein d'initiatives qui sont faites autour de ça, mais elles se font avec parfois des oppositions. Pour le coup, d'ailleurs, ce n'est pas tellement des corporations, mais notamment des oppositions syndicales fortes. Je veux dire, quand on voit certaines déclarations syndicales là-dessus, on est scié, quoi. Donc il y a ça, c'est quelque chose tout à fait central. Bon, voilà, c'est pas développer ça. Non, moi je dirais simplement que je vois que la confluence entre travail social et ESS est plus forte, évidemment, plus on approche de l'époque contemporaine, et ça ne va sûrement que se renforcer. Et puis par ailleurs, eh bien, j'ai profité de l'intervention de Marcel sur le travail social qui m'a beaucoup enrichi et qui me permettra de réfléchir à d'autres pistes de recherche sur l'histoire de l'économie sociale proprement dit. Alors, au point où on en est, que va-t-on faire ? Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce à quoi nous avons réfléchi, mais vous allez continuer à y participer, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. On n'est pas dans l'entreprise sociale, on est plutôt dans une nouvelle façon de reconstruire l'action publique et privée. Bon. Là, on a essayé, dans un premier temps, de poser les champs d'un point de vue historique, en venant jusqu'à aujourd'hui. On voudrait maintenant faire un détour par ce qui n'est pas français. C'est-à-dire ne pas rester, Jean-Louis disait tout à l'heure qu'il y a plein de définitions de l'économie sociale et solidaire. On n'arrive même pas en France à se mettre d'accord sur exactement ce que c'est, mais on voudrait aller voir à l'extérieur. Et en particulier, c'est ce qu'on fera le 17 mai. En vous proposant de nous retrouver le 17 mai, ce sera de la responsabilité de Jean-Louis. Et on ne va pas faire un tour, a priori, sur des éléments qui sont très connus. Il faudra probablement qu'on revienne dessus en fonction de vos demandes. Mais au lieu d'aller voir sur le Québec ou sur l'Amérique latine, on va plutôt aller voir sur l'Afrique du Nord. Et puis regarder un petit peu comment ça se joue, se passe. Est-ce que ça nous dit quelque chose? Est-ce que ça peut nous dire quelque chose? Ce sera donc la troisième séance, si vous voulez, pour nous décentrer un petit peu de ce que nous sommes, mais on retrouvera bien évidemment un certain nombre d'éléments. Et puis la quatrième séance pourrait être un petit peu, on en discutait tout à l'heure, et ce que disait José renforce, me semble-t-il, notre sentiment, elle serait autour des territoires. Parce que là aussi, il y a un point... Alors, on ne cherche pas systématiquement les points de convergence. Parce que parfois, la tension est aussi importante et aussi intéressante que la convergence. Mais on continue à rester, si vous voulez, sur notre double idée, économie sociale et solidaire et travail social et intervention sociale. Et donc, sur les territoires, il y a des approches avec le développement social local, notamment, qui nous paraissent particulièrement pertinentes. Ensuite, il y a d'autres éléments, vous en avez fourni quelques-uns auxquels on est en train de réfléchir et qui, après l'été, nous amèneront à ce moment-là à continuer et à poursuivre. A priori, on voudrait plutôt que ça reste sur quelque chose autour, je disais, économie sociale et solidaire et travail social et intervention sociale, mais à la limite, on peut partir sur une petite découverte intéressante plus à côté, où on ne cherchera pas systématiquement à trouver les convergences ou les différences. Et l'objectif, ce serait d'aller dans l'innovation. C'est-à-dire que c'était fondamental d'être sur l'histoire pour comprendre ces histoires assez longues, sur lesquelles d'ailleurs les travaux les plus récents tendent à modifier certaines vues ou certaines visions que l'on avait. Il est évident, par exemple, que ce que disait ou ce que proposait Marcel de l'histoire du travail social mérite discussion. En dehors de ça, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais il bouleverse, en tout cas assez sensiblement, l'idée de commencer ça aux visiteuses, aux surintendantes d'usine, etc., puisqu'il remonte nettement plus haut. Donc il y a des éléments qui renouvellent un petit peu. Ça, c'était bien, mais maintenant, on a ça derrière nous. Et ce qui serait beaucoup plus intéressant, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'on est en train de construire. Est-ce qu'on peut construire quelque chose?
Tu parlais tout à l'heure du champ, effectivement, qui tourne autour de la silver economy. Moi, je suis très réservé là-dessus. Alors, j'aimerais bien qu'on m'apprenne quelque chose et qu'on m'amène à revenir complètement sur mes préventions. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est essentiellement la technologie qui joue et qui se vend. Alors, il y a peut-être justement à intervenir pour modifier ou pour changer ça. Mais la question, c'est assez intéressant parce qu'on a parlé des personnes âgées. À ce moment-là, Philippe a sorti immédiatement les jeunes, bien sûr. Mais c'est vrai que le champ, disons pour faire vite, des personnes âgées, n'était pas véritablement un champ du travail social et de l'intervention sociale jusqu'à présent. On voyait des tas d'autres éléments, on les abordait éventuellement par la pauvreté, mais on ne les abordait pas en tant que tels. L'économie sociale et solidaire va peut-être nous amener justement à changer ça et à ne pas avoir la même perspective, la perspective un petit peu en silo. Bon, alors il y a les jeunes, il y a les pauvres, il y a les vieux, il y a les... Voilà. Non, on va peut-être voir ça différemment. Je relis ça également avec les jeunes. On s'est posé la question de savoir est-ce qu'il faut travailler autour du revenu universel. Je ne suis pas sûr, parce qu'étant donné tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, on serait automatiquement dans la prise de position politique. Il faut probablement décentrer un petit peu ça. Ceci dit, le revenu universel, moi, quand j'étais étudiant, on commençait à en parler. Alors, vous voyez, ça peut laisser... Oui, vous avez immédiatement eu... C'était au siècle dernier, on est d'accord. Alors, on peut effectivement aller là-dessus. Ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de repérer réellement qu'est-ce qui pourrait être novateur et qu'est-ce qui modifierait un certain nombre de choses. Qu'est-ce qui nous permettrait, de part et d'autre, d'avoir une sorte de co-construction qui, à certains moments, se recoupera, à d'autres moments, divergera, et alors? Il ne s'agit pas du tout de dire que le travail social et l'intervention sociale vont se modéliser à l'intérieur de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de voir, justement, qu'est-ce qui est intéressant, de quoi peut-on se saisir, et qu'est-ce qui serait, à mon avis, porteur pour, métisser ce qui se fait dans l'économie sociale et solidaire et ce qui se fait dans le travail social, y compris dans la formation. Moi, je souhaiterais beaucoup que de plus en plus dans les instituts, dans les écoles ou dans les formations universitaires, on parle de l'économie sociale et solidaire et qu'on essaie de travailler cette question. C'est assez curieux, ce n'est pas véritablement fait à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur, c'est les étudiants qui disent qu'ils sont dedans et qui viennent réapprendre. Du côté du travail social, ce serait utile et intéressant. Donc, vous voyez, il y aurait des pistes là qui seraient explorées avec vous. On commencerait par aller un petit peu à l'extérieur, 17 mai. Ensuite, la date n'est pas tout à fait fixée. Ce serait autour, justement, du territoire du développement social. Vous allez me dire, oh, on connaît déjà, etc. Je ne suis pas si sûr, vu la façon dont, à mon avis, on pourrait reprendre ça. Puis on verra. Si vous trouvez que vous connaissez, ben, vous interviendrez. Et puis ensuite, avec vos réflexions, n'oubliez pas également de nous les transmettre, Éric, Jean-Louis, Marcel. Tiens, on vous a donné un petit peu les lieux possibles justement pour communiquer. Et c'est ensemble un petit peu qu'on continuerait ce séminaire, si vous en êtes d'accord. Mais est-ce que vous avez quelques réactions avant qu'on se sépare ? Juste deux. La première sur la partie historique. On n'a fait qu'effleurer le sujet. On est d'accord. Alors, je comprends bien qu'il ne faille pas immédiatement se focaliser là-dessus, mais je pense qu'il y a un énorme chantier qui reste ouvert. Enfin, Patricia le disait tout à l'heure. Moi, je suis engagé dans une recherche sur cette question-là précisément avec une entrée historique, mais je pense qu'il y a un gros chantier qui éclaire quand même pourquoi on en est là, d'où on vient et pourquoi on en est là. C'est la première chose. Que ça n'occupe pas l'essentiel de nos séances, j'en suis bien d'accord, mais je ne pense pas qu'il faille considérer que la question est close, simplement, y compris dans le séminaire. Et la deuxième chose, c'est que dans les deux séances qu'on a eues, le 2 et aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est apparu peut-être plus fortement encore aujourd'hui, c'est quel intérêt ces deux secteurs, on va dire pour simplifier, ont intérêt à travailler ensemble. Et ce que traverse aujourd'hui l'économie sociale et ce que traverse le travail social me donne à penser que de leur position à eux, chacun a intérêt à se rapprocher de l'autre. Mais encore faudrait-il, parce que ça c'était en filigrane un peu pour l'instant, et un peu partiellement, un peu par morceaux, il me semblerait intéressant de continuer à travailler systématiquement sur cette question-là. Il me semble que c'est un angle d'attaque en miroir qui me paraît à la fois
cesser d'être uniquement en parallèle, on regarde l'un et l'autre, c'est vraiment de regarder les enjeux pour l'un et pour l'autre, et d'autre part, qui complètent des zooms, par ailleurs, des zooms intéressants sur des petites expériences qui sont très éclairantes, par ailleurs, sur lesquelles je pense qu'il faut qu'on y aille. Mais je pense qu'il faut compléter ces zooms sur des expériences très particulières, très précises, dans des associations, dans des innovations, etc., de cette lecture quand même plus stratégique qui est quel intérêt aujourd'hui, quels enjeux pour chacun de ces deux secteurs à se rapprocher pratiquement, intellectuellement, de l'autre secteur. Aujourd'hui, je travaille beaucoup là-dessus et aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose de tout à fait décisif. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, donc je voulais juste proposer quelques pistes pour la suite qui me semblaient aussi importantes. Peut-être sur des questions aussi méthodologiques. Il me semblait en fait que le travail social et l'économie sociale et solidaire avaient beaucoup à se dire de leur manière de mettre en œuvre à la fois la question des savoirs. Donc il me semblait que comment on peut faire arriver à mettre en œuvre ce croisement des savoirs universitaires, pratiques et des personnes directement concernées dans les deux secteurs me semblerait très intéressant justement aussi au vu du travail social qui a toute une panoplie, notamment je pense d'outils, que ce soit des évaluations, des diagnostics, de l'observation, enfin bref, de faire un peu un point et d'interroger les méthodologies entre ces deux secteurs. Et puis, il me semblait aussi assez difficile de faire l'impasse sur un point commun évident dont a parlé un petit peu Patricia, mais des actrices qui font l'économie sociale et solidaire et le travail social, qui me semble un point de convergence. On sourit, mais à la fois, il se joue quelque chose d'important, notamment sur ce que le genre fait à ces deux types aux initiatives qui sont mises en œuvre dans l'économie sociale et solidaire ou par les acteurs et notamment les actrices du travail social. Et donc, du coup, il me semble que voilà, ce que le genre fait au travail social et à l'économie sociale et solidaire me paraît incontournable. Vous avez tout à fait la possibilité de réfléchir à tête, comme on dit, reposée, et puis de nous envoyer. On a vos adresses mail, par définition. Donc, on vous enverra les informations, mais je vous ai déjà donné la date du 17 mai. On maintient les mêmes horaires à peu près, si vous voulez. Et puis, vous n'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous dire, nous, on aimerait, comme vous venez de le faire, madame, etc. D'accord ? La prochaine fois, donc, ce sera animé par Jean-Louis. Merci et bonne soirée.